Juste avant de commencer vraiment, peut-être qu'aujourd'hui, en une heure de temps, on n'aura pas le temps de vraiment commencer parce qu'il vous faut quand même une petite préface pour vous expliquer un peu c'est quoi le Tanya. Alors moi, j'ai l'habitude pour rigoler de dire c'est quoi le Tanya. En un mot, c'est le Krav Maga du service de Dieu. C'est rigolé ou pas? Est-ce que vous avez une fois entendu parler c'est quoi le Krav Maga? Oui, sport de combat israélien. Voilà. Très bien, mais quelle est la particularité du Krav Maga? C'est juste parce qu'il a l'étiquette israélienne? Non. C'est une technique d'attaque, elle est particulière, mais je sais pas par rapport À quoi ça sert le Krav Maga? Défendre. Défendre. Ok, alors le Krav Maga, c'est... Il y a beaucoup de self-défense. Il y a Jiu-Jitsu aussi, c'est du self-défense. Il y a plein de choses qui sont du self-défense. Non, mais je crois qu'on n'utilise pas la force. Je crois que c'est par rapport Ça à c'est l'aïkido, ça c'est autre chose. Non, le tai chi c'est pas ça. Alors, donc moi je voulais vous donner un exemple pour être plus facile, plus rapide. Bon, je crois que je vais devoir disserter maintenant sur le Krav Maga. Alors. Mais ici, parlez-nous de Zoupa ou de... Bon, alors donc je vais vous expliquer un peu c'est quoi le principe du Krav Maga. En vérité, le principe du Krav Maga, et c'est pour ça que c'est un sport de combat qui est un sport de self-défense, mais c'est un sport de combat qui a fait le tour du monde. Pourquoi? Parce que, si on veut dire, on peut dire, c'est peut-être le sport le plus efficace, le sport de combat le plus efficace qui existe sur Terre. Le Krav Maga. Alors maintenant, c'est quoi la différence entre le Krav Maga et tous les autres sports de combat? Il a un peu de tout. Ouais. Oui, très bien, mais plus précisément, merci beaucoup, plus précisément, on va terminer le café parce que... Non, c'est les autres qui n'écoutent pas. Karov, c'est une approche, c'est je sais pas, avec quelque chose, mais un lien. Ça m'énerve que mon fils il en fait en plus. Alors, le Krav Maga. Alors, c'est quoi le Krav Maga? C'est le sport, aujourd'hui, le Krav Maga, c'est réputé pour être le sport de combat le plus efficace sur Terre. Et c'est pour cela qu'on dit le Krav Maga, pas parce que c'est israélien, pas parce que tout le monde a tout d'un coup une fibre israélienne, et que même les goïms, ils veulent être liés avec le côté israélien. Non. La particularité du Krav Maga, c'est le sport de combat le plus efficace sur Terre. Plus que le karaté, plus que l'aïkido, plus que tous les autres sports de combat. Plus que ce qu'ils appellent les gens les boxes thaïlandaises, etc., etc. Maintenant, alors, le Krav Maga, il provient d'où? En vérité, on va suivre 2 minutes l'explication et on va essayer de mieux comprendre. Le Krav Maga n'a rien inventé. Le Krav Maga n'a rien inventé. Vous savez qu'est-ce que le Krav Maga il a fait? Il a pris les techniques du Aikido. Et il les a utilisées. Il a repris les techniques du karaté. Il va les utiliser. Il prend les techniques d'un autre sport, d'un autre art martial, etc., etc., etc. Ils vont prendre toutes les techniques de tous les arts martiaux et ils vont les recomposer. Ils vont les recomposer par rapport à des situations réelles. Mais je vais revenir dessus. Est-ce que vous savez quel âge a l'aïkido? L'art martial aïkido, il date de combien de temps? En vérité, bon, je vois que c'est pas votre truc. La prochaine fois, j'ai... Mais non, excusez-moi, c'est très rare quand je donne des cours aux dames. Si je veux, je vais adapter mon lexique. Alors, répondez. J'ai adapté mon... Non, mais de toute façon, même les messieurs, ils savent pas. Je vais adapter mon lexique petit à petit. Et donc, vous prenez l'aïkido. L'aïkido provient du judo. Le judo provient des samouraïs, etc., etc. Le judo, le kung-fu et toutes ces choses-là, ils ont peut-être 1000 ans, des fois 2000 ans d'existence. Vous savez c'est quoi 2000 ans d'existence? C'est énormissime. On ne peut même pas s'imaginer. Et vous savez pourquoi c'est énormissime? Parce que les gens qui pratiquent le kung-fu, l'aïkido et toutes ces choses-là, les grands maîtres, ils y pratiquent 8 heures, 10 heures, 15 heures par jour. Cela veut dire que vous allez calculer les 15 heures par jour, fois les milliers d'adeptes, fois 2000 années. Ça a une histoire de fou. Les arts martiaux asiatiques, ils ont un historique énorme. Combien d'années il a le Krav Maga? 30 ans, 40 ans.
Il y a eu des maîtres de Krav Maga. Ils ont fait quoi ces maîtres de Krav Maga? Ils connaissaient l'aïkido. Ils connaissaient l'aïkido, ils connaissaient le judo, ils connaissaient le karaté, ils connaissaient ces choses-là. Mais ils ont vu qu'au final, chaque technique, chaque art martial, en lui-même, il est nul. Il est incomplet. Il est nul. Nous, on a ici un monsieur qui a fait le prof de Krav Maga. Il a fait 17 ans. Non, il a fait d'abord. Il a fait beaucoup d'années de sport. Et après, il a vu que une fois, il a fait du taekwondo, un art martial vietnamien, je crois. Et une fois, il y a eu des gens qui l'ont embêté dans la rue. Il s'est pris une raclée. Mais je comprends pas, je suis presque ceinture noire de taekwondo. Je n'ai même pas su me défendre. Alors après, il a entendu parler d'un autre sport de combat, qui est un des pires, c'est la boxe thaïlandaise. C'est une des plus efficaces. Alors il a dit, je suis ceinture noire de taekwondo, je n'ai pas su me défendre, je vais aller dans la boxe thaïlandaise. Et donc il a fait 17 ans de boxe thaïlandaise, il est parti en Thaïlande et tout ça, hein, à la vraie. Après, il a découvert le Krav Maga. Et pour lui, le Krav Maga, c'est un autre niveau. Pourquoi? C'est simple. Le Krav Maga, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris, en plus, le Krav Maga, en plus, il est utilisé beaucoup par l'armée. C'est quoi l'avantage d'être utilisé par l'armée? C'est qu'il est utilisé en mode réel. Lorsque Dieu préserve, il y a un terroriste qui arrive, qui vous met un couteau devant vous, faut savoir, sur toutes les techniques d'aïkido, toutes les techniques de karaté, etc., faut savoir laquelle utiliser. Et sur le terrain, ils voient laquelle est la meilleure. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris les meilleures techniques pour les pires situations réelles. Ils ont fait un art. Dans le Krav Maga, vous n'allez pas avoir 2 heures où vous allez juste donner un coup de pied. Non. On va vous mettre dans des situations réelles. Parce que le but du Krav Maga, c'est savoir se défendre dans une situation réelle. Donc pourquoi je vous dis tout ça? Je vous rappelle. La source du Krav Maga provient de milliers d'années d'entraînement, mais tout ça on n'a pas utilisé. Parce que ces milliers d'années d'entraînement, c'est une philosophie, c'est plein de choses. C'est pas ça qui est important pour nous. Ce qui est important pour nous, c'est de savoir comment atteindre son objectif, donc dans le cas des arts martiaux, terrasser l'adversaire, de la manière la plus rapide, la plus simple, la plus sûre. C'est ça le Krav Maga. Le Tanya, c'est le Krav Maga du service de Dieu. Pourquoi je dis ça? C'est simple. Parce qu'en vérité, il y a beaucoup de livres, et je vous rappelle que le Tanya, il a seulement 250 années d'existence. Il y a beaucoup de livres de service de Dieu. Il y a les Mesilat Yesharim, Chotat Tzadikim, il y a le Reshit Chochma, beaucoup de livres de service de Dieu. Et à part cela, toute la Gemara, toute la Torah, on a un seul but dans la Torah, c'est savoir comment servir Dieu. Savoir comment un juif va devenir un tzaddik. C'est ça le but de chaque juif, c'est servir Dieu, être un tzaddik, être attaché avec un Kadosh Baruch Hu du matin au soir. Comment? C'est ça le but. C'est quoi le but de la Torah? C'est venir et écouter des choses intéressantes après rentrer à la maison? Non, le but de la Torah, c'est de venir des tzadikim. Devenir des tzadikim, être attaché avec un Kadosh Baruch Hu du matin au soir, rien lâcher. C'est ça? Très bien. Mais il y a beaucoup de techniques. Telle yeshiva, elle va donner telle technique. Tel rav, il va donner une autre technique, telle chose. Mais le problème, c'est quoi? C'est que ça va dépendre beaucoup de l'ancienneté du rav, ça va dépendre beaucoup... Ça va dépendre beaucoup de l'ancienneté du rav, ça va dépendre beaucoup de sa nature à lui, ça va dépendre de beaucoup de choses. Et le contexte, c'est plein de choses. Mais sur toutes ces techniques-là, de la chassidou, de la kabbale, sur toutes ces choses-là, il faut avoir les bonnes choses, les bons réflexes, le bon mental pour savoir réagir au moment qu'il faut, de la manière qu'il faut. Et je peux vous l'assurer qu'aucun autre livre au monde vous donnera les conseils que le Tanya vous donne. Pas par chauvinisme, tout simplement parce que c'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça, prends la ligne. Deuxième point, tout le but du livre. Alors, quand on dit le Tanya lui-même, il est composé de 4 parties. Quand on parle du Tanya, ce que je vous ai dit, moi, c'est pas les 3 autres parties, c'est la première partie qui s'appelle l'Ikouté Amarim, qui s'appelle le Sefer, le livre des Bénonim. On va expliquer après c'est quoi le livre des Bénonim. Donc, c'est la première partie, le Tanya est composé de 4 parties, c'est la première partie.
cette première partie qui a 53 chapitres, le but de ce livre-là, c'est de donner aux Juifs les techniques élémentaires et les techniques très puissantes pour le service de Dieu. Point à la ligne, c'est ça le Tanya. Après, est-ce que les gens ils parlent sur Lubavitch et tout ça, etc., c'est la Chassidut. C'est quoi la Chassidut? Il y a beaucoup d'autres livres à part le Tanya. Dans la Chassidut Lubavitch, il y a plein de livres. La preuve, c'est ici déjà, nous avons 3 autres livres. Donc la Chassidut Lubavitch, c'est, je sais pas moi, plusieurs centaines de livres, même voire beaucoup plus. Tout ça, c'est la Chassidut. Mais toutes ces parties-là de la Chassidut, les Mahamarim du Rabbi, les Mahamarim, les enseignements du Admour Hazaken, du premier Rabbi de Lubavitch, etc. Tout cela, c'est des enseignements généraux. Mais ce n'est pas les techniques d'Avodat Hashem. À chaque fois, il y a une petite technique. À chaque fois. Mais le meilleur livre pour servir, qui facilite le service de Dieu de manière durable, c'est le Talmud. Encore une fois, Chasséchan de mettre la faute, pas la faute, de dire que d'autres livres sont moins bons, mais chaque Rav, il amène son chidouche à lui. Le chidouche du Admor Hazaken, la nouveauté du Admor Hazaken, c'est d'avoir pu donner des manières de réagir et des manières, un mental de réflexion spécifique au service d'Akadosh Baruch Hu, sans avoir besoin. Et donc, si quelqu'un travaille très durement, surtout les concepts et les préceptes du Tanya, n'importe quel juif, même le plus simple, il peut devenir un tzaddik. Ok? Et ça, c'est le principe du Tanya. Clair? Donc déjà, maintenant, on aurait pu faire, Bezrat Hashem, une autre fois, on fera un cours de Chassidut de manière générale. Mais un cours de Chassidut, c'est encore une autre approche. C'est les mêmes concepts, mais l'étude de la Chassidut de manière générale, c'est une autre étude. C'est une étude encore plus philosophique. Ici, le but, c'est pas de la philosophie. Le but du Krav Maga, c'est pas la philosophie du Aikido. Quelqu'un, il va faire de l'Aikido, son maître va dire, le but de l'Aikido, c'est d'utiliser la force de l'adversaire, nanana. C'est toute une philosophie, de la manière comment il va marcher, ça va être ça, de la manière comment il va parler, ça va être ça, de la manière comment ils vont se déplacer, ça va être ça. Ça, c'est la philosophie Aikido. Mais le Krav Maga, il va prendre l'Aikido sur la philosophie. Il va prendre qu'est-ce qui est efficace. Ça, c'est le Tanya. Ça, c'est le but du Tanya. Clair? Donc, on va démarrer. Alors, juste avant de démarrer, on va faire encore une autre petite préface, qui est, vous allez voir tout en haut de la première page, vous avez à droite l'Ikouté, à gauche Amarim, au milieu Sefer Shel Benonim. On ne va pas demander à Madame Assanger qu'elle nous explique Sefer Benonim parce qu'elle doit le savoir, mais on va quand même le répéter. Chazak pour le café, madame, évidemment. Wow. Alors, Sefer Shel Benonim. Alors, rapidement, en plus, ici, on avait un petit peu. On a deux planchers. T'as peur. Ma peur parce que... Faisons plus. T'as eu peur quand on me l'a cuillère. Excusez-moi. Comme ça. Mangez, mesdames. Non, merci, je t'en prie. Oh. Ça peut pas le dire. Ça va ma taille. Vous avez déjà mangé, j'ai peur. Non, elle, pas nous. Je sais pas, j'ai vu. Excusez-moi. Je connais pas, je demande à mes enfants de faire Ah, c'est une prière pour telle maisonneuse. Alors, c'est quoi le nom? Non, c'est pas au... Mais dis-moi, c'est pas la forme. Ah, voilà. Ok. Amen. Madame Kaed, vous direz le gourmet. Ah oui, grave. Pas de café, elle m'a dit, je viens. Alors, on y va. Alors maintenant, ce que les mots que les gens ils connaissent de manière générale, c'est quoi? C'est sadique. Dieu préserve quelqu'un qui est rachat. Mauvais. Donc le chaud et le froid. Vous êtes tiède. Benoni. C'est quoi Benoni en hébreu? Moyen. C'est quoi moyen? Il est entre les deux. Ok? Alors on va voir. Alors, tout le livre du Tanya va partir d'un concept très simple.
Tzaddik, on va prendre des grandes images. Hein. On va prendre Rabbi, Baba Saleh, Rabbi Shimon Bar Yochai. Ces tzaddikim-là, c'est presque un don du ciel. C'est-à-dire que personne ne peut venir et dire allez, quand je peux commencer, je vais devenir Baba Saleh. Dans le principe, on va étudier, on va voir que ça, c'est peut-être pas atteignable réellement. Rachat, malheureusement, c'est très facilement atteignable, mais justement, on doit tout faire pour ne pas être un rachat. Ok? Le vrai tzaddik, dans nos clichés à nous, comme je dis il y a une seconde, c'est presque pas possible de devenir, mais ça, on verra pourquoi plus tard. Par contre, Benoni, moyen. C'est quoi le moyen? Je fais Shabbat, je fais Kashrut, je fais plein de choses. Je suis pas un tzaddik, mais je suis pas un rachat. On va voir que déjà, ce terme-là, cette manière comment le traduire, déjà il est erroné, on va le voir tout à l'heure. Mais ça, c'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est le point de départ du Tanya. Le point de départ du Tanya est que Benoni, chaque juif au monde peut devenir un Benoni. Peut devenir un Benoni. On va voir que le principe du Benoni, c'est un niveau très élevé, mais le Tanya est là pour donner la technique et les moyens d'y arriver. Toute la question va être dans la première partie du chapitre. Alors, c'est une chose que je vais vous dire et vous le redire plusieurs fois. Le Tanya va se diviser en plusieurs parties, mais on va avoir surtout les 12 premiers chapitres. Les 12 premiers chapitres vont être là pour expliquer les fondamentaux du juif, de l'humain, de plein de choses. Okay? Les moyens techniques, les prises de contact avec le Yetzirah vont arriver au bout du 12e, 13e chapitre. Okay? Mais les 12 premiers chapitres vont être là pour expliquer les fondamentaux. Pourquoi? Si je vais être architecte, ça ne suffit pas que je sache dessiner. Qu'est-ce que je dois apprendre pour être architecte? Technique. Technique de quoi? Hein? Construction? Non. Avant la technique de construction, il y a quoi? Hein? Les plans. C'est pas les plantes, parce que ça, il y a encore d'autres choses. Les maths. Les maths. Non, les maths. C'est clair, le rapport. Des choses très simples comme le poids. Un des fondamentaux de l'architecte, c'est quoi? La répartition des poids. C'est un des fondamentaux. Parce que moi, mes enfants aussi, ils savent construire des maisons. Avec les Legos. Moi aussi, mes enfants, ils savent construire des maisons. Ils mettaient n'importe quel truc, ils s'écroulent. Alors, tout le travail d'un architecte, c'est quand ils vont apprendre l'architecture, c'est quoi? Ils ne vont pas apprendre juste à dessiner. Dessiner après, c'est après. D'abord, ils vont apprendre des fondamentaux, c'est quoi? C'est les matériaux. Est-ce que vous saviez que le bois est le matériau le plus solide au monde? Plus que l'acier et tout? Ouais. Vous saviez ça? Ouais. Vous saviez que tout Venise, C'est en bois. d'abord, le bas, il est en bois, mais les fondations sont en bois. Vous saviez ça? Non, franchement, non. Et elle a combien d'années? Hein? Pas compris. Ouais, nous, Malgré l'eau, malgré l'humidité, les fondations de Venise, parce que c'est sur de l'eau, les fondations de Venise sont en bois. Vous imaginez 3000, je ne sais pas combien d'années elle a Venise. Et elle tient toujours. Pourquoi les World Trade Center, quand ils ont été percutés, ils sont tombés en 5 minutes? Parce qu'ils étaient avec de l'acier. Alors là, il a ses qualités, il a ses grands défauts. Le matériau le meilleur dans la construction, c'est le bois. Ça, on ne savait pas. Eux, qu'est-ce qu'ils font, les architectes? En l'occurrence, même en bois, ça aurait pas tenu. Ouais, bah, ce que j'allais dire, j'avais pas Voilà. Mais Non, non, en l'occurrence, peut, les tours jumelles, elles seraient tenues. Vous savez pourquoi? Parce que pourquoi elles sont écroulées comme ça? Vous savez pourquoi? Comme ça on m'a dit, hein. Vous savez pourquoi? Non. Parce qu'à cause de la chaleur, l'acier, Oui, il a fondu. Mais Il le est bois, brûlé. le bois, il aurait Mais le pu bois, faire. il met du temps avant de brûler. Le moellon. Et même s'il brûle, c'est seulement la partie qui brûle qui s'esquinte. Mais la partie d'en bas, elle ne brûle pas. Elle ne brûle pas comme ça. En plus, il faut de l'air. En plus, ils font de l'air. Ils sont travaillés pour pas qu'ils brûlent comme ça automatiquement. Si ça avait été en bois, et de l'autre côté, si ça avait été en bois, ils n'auraient pas réussi à faire aussi gros. Ouais, c'est ça. C'est d'air. Je suis d'accord. Mais Ah, il y aurait pas eu ça. bon, Ouais, c'est, avec des fils. on va refaire le monde juste après. Ça, c'est pour la deuxième partie du cours. Alors maintenant, donc qu'est-ce qu'ils font les architectes? Ils vont apprendre
les résistances des matériaux, ils vont apprendre à répartir les poids, ils vont apprendre comment solidifier quelque chose, ils vont apprendre les fondamentaux. Après, et avec l'expérience, ils vont apprendre à faire tel croquis, à faire tel dessin, à faire tel truc New Age et tout ça. C'est après qu'ils vont faire. Tout ça, c'est après. Le principe d'abord, c'est de savoir Bichlal, les fondamentaux d'une maison, comment une maison elle tient. Donc, pour cela, nous aussi, on doit apprendre. Pour avoir les bonnes techniques, il faut savoir d'abord c'est quoi les fondamentaux. C'est comment ça marche un humain. C'est quoi un humain? C'est quoi un juif? C'est quoi un Yetzirah? Si je vous demande maintenant c'est quoi Yetzirah, je ne sais même pas si vous allez savoir comment le définir. C'est quoi Yetzirah? C'est quoi le Yetzer Tov? C'est quoi toutes ces choses-là? Donc d'abord, il faut apprendre les fondamentaux. Donc les 12 premiers chapitres, on va apprendre les fondamentaux. Et dans les 12 premiers chapitres, le premier chapitre va d'abord poser toutes les questions qu'il faut pour identifier le Benoni. Clair? C'est maintenant où il faut vous armer de patience, parce que dans l'étude du Tanya, on ne va pas avoir tout de suite les réponses à nos questions. C'est quelque chose qui va venir doucement, doucement. On va apprendre des choses, on va apprendre des principes, on va apprendre des concepts, on va réfléchir, on va apprendre à réfléchir. Ok? On a terminé les deux préfaces essentielles. Maintenant, on va rentrer dans les mots. C'est bon, madame, à manger? Bien? Alors, oui, cette question? Sûr? Elle n'arrête pas, elle n'arrête pas. Alors, on y va. C'est bon, madame, beau comme ça? C'est bien. Alors, on y va. Tanya. Donc, on oublie un peu la préface, tout ce qu'on a dit, on la met de côté, et maintenant on va rentrer, on relance le moteur à neuf. On y va. Tanya. On a enseigné, c'est pour ça qu'on l'appelle Tanya, parce que le premier chapitre, il commence par le mot Tanya. Mais sinon, le vrai nom officiel, c'est Sefer Shel Benoni. Tout le monde l'appelle le Tanya, parce que ça commence par le livre Tanya. Par le mot Tanya. Tanya, on a enseigné Besof Perek Gimel de Nida, à la fin du 3e chapitre du traité de Gemara de Nida. C'est en abréviation. C'est la première ligne. Non, reprenez la première ligne. Tanya, le Perek Aleph. Vous voyez le Perek Aleph? Après, c'est en abréviation, c'est Bet Samer Pei Gimel, c'est Besof Perek Gimel Denida. Ok? Alors, Mashbim, qu'est-ce qui a marqué là-bas dans la Mishnah, dans la Gemara, dans la Braïta? Qu'est-ce qui a marqué? Il y a marqué Mashbim Oto Tei Tzadik Ve'al Tei Rasha. Lorsque la Neshama, elle doit descendre dans le corps de l'enfant, il y a des anges qui viennent, qui prennent la Neshama qui va voyager, ils amènent la Neshama devant le Beddin, etc., etc., et il dit, voilà, maintenant, on va te faire jurer. On va te faire jurer quoi? Jure-nous que tu vas être un tzaddik, donc que tu vas tout faire pour être un tzaddik. Donc chaque Neshama de juif, elle a eu le même protocole à faire. Elle a signé un papier. Jure que tu vas tout faire pour être un tzaddik. Ve'ar te'ir racha, et jure que tu vas tout faire pour ne pas être un rachat. Ça, c'est les deux choses qu'on signe. Ça, c'est la première serment qu'on signe. Deuxième serment qu'on signe. Et lui, c'est le serment le plus bizarre. On dit comme ça. Ve'afilu kol haolam kulo omrim lecha tzadik ata. Maintenant, toi, tu as juré que tu vas tout faire pour être un tzaddik. Tu es descendu dans ce monde-là et tu as commencé à bosser d'arrache-pied. Le matin, tu t'aides très tôt, tu commences par les Teilim, après tu fais une belle tfila, après tu fais attention de pas de dire un mot, après tu fais attention d'étudier de matin, midi et soir, après tu fais attention de faire toutes les mitzvot. Donc, tu as réussi à accomplir plus ou moins la promesse que tu avais faite. Qu'est-ce qui a marqué? Donc, la deuxième promesse qu'on lui fait, même si le monde entier te dit sur toi que tu es un tzaddik, parce que tu as atteint un niveau, toi, rappelle-toi, Eye be'inecha keracha. Sois tes yeux comme un rachat. Donc je répète les deux choses qu'on dit. D'un côté, on lui dit, fais tout pour être un tzaddik et fais tout pour ne pas être un rachat. Il vient, il arrive dans ce monde-là. Donc ça, c'est la première promesse qu'on lui fait. Et il signe. Deuxième protocole qu'on lui signe. Mais attends, calme-toi. Hein. Maintenant, attention, tu vas y arriver hein, peut-être. Tu vas te mettre à fond et tu vas y arriver. Quand tu arrives, ne te considère pas comme un tzaddik, considère-toi comme un rachat. Alors maintenant ici, ce qui est bizarre, c'est pas simplement le principe. Ce qui est bizarre,
c'est que, un, ça contredit une autre Mishnah dans Pirkei Avot. Deux, c'est pas logique ce qu'on demande à la Neshama. Pourquoi c'est pas logique? Imaginons maintenant qu'à partir de demain, je me lève tous les matins à 4 heures du matin et j'étudie, je dis plus un mot, je mange la moitié de tout ce que je mange, je parle plus à personne, je regarde plus personne. Et je mets toute ma tête pour être un sadique. Mais je me rappelle de ce qu'on m'a fait promettre. Le soir, avant d'aller dormir, quand je fais Kriyat Shema avant d'aller dormir, je réfléchis, je dis, mais en vérité, t'es un rachat. Bon, ok. Le lendemain, je recommence. Je travaille très très dur. Le soir, j'arrive. Bon, tout ce que tu as fait, c'est bien, mais c'est pas bien. T'es un rachat. Ok. Le surlendemain, je recommence. Alors, Ça, c'est pas bien. Tu peux encore faire mieux. Ça, mais c'est Tu pas vas faire mieux. on devrait évaluer. Bon, il te manque ça, il te manque ça. Qu'est-ce qu'elle nous dit la Mishnah dans Peret Nida? Elle nous dit non. Le soir, tu dois te dire, Eye beinecha keracha. Tu dois être à tes yeux comme un rachat. Tiens, le soir. Qu'est-ce que le Tanya dit? Mais ça marche pas dans la tête. La personne, qu'est-ce qu'il va faire à la fin? Il va être laxiste. Bon, pourquoi je me lève à 4 heures du matin? Pour que tous les soirs, à la fin, je me dis, je suis un rachat. Bon, alors ce ne sera pas à 4 heures, ce sera 4h30. Je vais dormir un peu, je vais profiter. Puisqu'au final, quoi qu'il arrive, on n'y arrive à rien. Je vais profiter. À la fin. Khadak. L'essentiel, c'est de participer. Khadak. Vous avez demandé à quelle heure, excusez-moi? Bah alors, À quelle heure vous vouliez? Je sais même pas. Bon, ça change pas beaucoup. Hein. Non, mais ça va, combien de temps j'ai resté? On vous enverra la vidéo, là, un truc. C'est pas le téléphone. Ah, tu l'as pas? Non, mais... On a commencé à 10h15. Ah ouais, oui. Ah oui. Alors, et donc, la deuxième, alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le lendemain, il va être laxiste. Le surlendemain, il va être encore plus laxiste. Donc, au lieu de se lever à 4 heures, il va se lever à 4h30. 4h30, il va se lever à 5 heures, 5 heures, 6 heures, 6 heures, 7 heures. À la fin, il va venir à 5 minutes en retard à la fila. Et à la fin, peut-être, il va dire, etc., etc., etc. Qu'est-ce qu'il nous dit le Tanya? Il nous dit, mais c'est pas logique ce que la Gemara nous demande. Un, elle contredit, il y a marqué dans Pirkei Avot qu'il ne faut pas être à ses yeux un rachat. Deuxième point, oublie la contradiction. Comment c'est possible de servir Dieu et tous les soirs, tu te mets dans la tête, t'as rien fait, t'es un zéro, t'es un nul. C'est pas comme ça que ça marche. C'est le B.A.B.A. de la pédagogie, le B.A.B.A. de la psychologie, le B.A.B.A. de l'encouragement. Le B.A.B.A. c'est quoi? C'est de savoir qu'on part de zéro. Chaque jour, on grappille du terrain. On fait 1, 2, 3, 4. Mais vous imaginez, c'est chaque jour, vous faites 10, mais à la fin de la journée, vous faites 0. Qui c'est qui a la force de supporter cela? Et donc ça, c'est la question que le Tanya va dire. Ce qu'on ne comprend pas, c'est comment la Gemara, elle peut dire, soit un sadique, je fais tout pour être un sadique, mais je suis un rachat. Ou je suis un sadique, ou je suis un rachat. Ou je fais tout pour être un sadique et donc je suis un sadique, ou je suis un rachat. Donc c'est quoi la logique? Claire? Ça, c'est une première question qui va rester en suspens, parce qu'on va voir d'autres choses. On y va dans les mots. Vetzarich le'avin, troisième ligne. Vetzarich le'avin. Et il faut comprendre. Des hatnam, nous avons enseigné, nous avons appris, Avot Perekbet, dans le Pirkei Avot, le deuxième chapitre. Ve'al tei racha bifnei atzmecha. Ne sois pas un rachat à tes yeux. Premier point. Donc déjà, ça contredit ce qu'on a dit tout à l'heure. Deuxième point. Oublie la contradiction. Viens, on réfléchit humainement. Vegam. Si il va être à ses yeux comme un rachat chaque soir. Yera levavo. Son cœur va être meurtri. Son cœur va être mal. Veyatsev. Il va être triste. Et quand tu es triste, une des plus grands principes de réussite dans le service de Dieu, c'est la simcha. Tu ne pourras pas servir Dieu dans la simcha, puisqu'au final, chaque soir, tu prends un bon petit coup de dépression. Tu ne peux pas servir Dieu dans la simcha si tous les soirs tu dis que tu as un rachat. Et imaginons maintenant qu'il est assez fort pour dire, c'est pas grave, je continue à servir Dieu. Et si son cœur ne va pas être meurtri, quoi qu'il arrive, klal misé, il va sortir de cela, que yachol lavo l'idée kalut, chas v'shalom, il peut arriver à des légèretés dans le service de Dieu. Si on sait qu'on avance, j'ai un programme, j'ai un objectif, mais si je sais que je n'avance pas, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a eu tellement de corruption dans le communisme, etc., etc. Parce que vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous avancez jamais. Donc à la fin, ils ont dit, avancez pour pas avancer, et on va profiter.
On ne peut pas, sans objectif, sans degré d'avancement, sans chose, on ne peut pas avancer. Toi, tu exiges de la personne que chaque jour, il doit se considérer comme un rachat. On ne peut pas vivre comme ça. Clair? Première question. Cette question-là, on va y répondre dans 10 chapitres. Donc on la garde en tête, mais surtout elle va voir que ici, on va voir surtout ici, que le principe de tzaddik et le principe de rachat, il n'est pas si simple que cela. Parce qu'on ne peut pas exiger de quelqu'un d'être un tzaddik, et lorsqu'il est un tzaddik, on lui dit d'être un rachat. Non! Si tu es un tzaddik, tu n'es pas un tzaddik, si tu es un rachat, tu n'es pas un rachat. Comment c'est possible de trouver quelqu'un qui en est un tzaddik, on lui dit que c'est un rachat? Il faut que ça soit quelque chose quand même qui soit gérable. Être un tzaddik, en même temps être un rachat. Ok? Achaïniam. Alors maintenant, on va Achaïniam. Le sujet, on va l'approcher de cette manière-là. Ki nematzino b'Gemara. Nous avons trouvé dans la Gemara He Chalukot. 5 grandes catégories de juifs dans le service de Dieu. 5 grandes catégories. Tout à l'heure, je vous ai dit les 3 grandes. Tzadik, Racha, et le Benoni, l'intermédiaire. Mais vous savez que sur l'échiquier politique, il y a la droite, il y a l'extrême droite et l'extrême gauche, après au milieu, après il y a le centre. Donc c'est-à-dire que dans les extrêmes, entre les extrêmes, il y a toujours une petite partie. Ok? Entre les extrêmes, il y a toujours une petite partie. Il y a l'extrême droite, extrême gauche, milieu, et entre les deux, il y a toujours des gens qui vont avoir des réflexions au milieu. Et donc de la même manière, c'est quelque chose d'universel. De la même manière, les 5 grandes catégories que nous avons trouvées, c'est quoi? Regardez dans les mots. Tzadik vetovlo. Le tzadik et il a du bien. Alors ici, le bien qu'on veut dire ici, c'est que même matériellement, il est bien, il a tout ce qu'il faut. Tzadik veralo. Ça c'est le tzadik, mais lui, il n'est pas parfait. Donc c'est un tzadik, mais avec un peu de mal. On étudiera plus tard, il faut dire quoi cela. Mais c'est un tzadik pas parfait. Donc ici, quand il dit, il n'est pas parfait, veralo, et il a du mauvais, mais c'est quoi du mauvais? Matériellement, il a des souffrances, matériellement, il peut avoir des épreuves. Pourquoi? Parce qu'en final, quand tu es un tzaddik parfait, Akadosh Baruch Hu, il n'a rien à te reprocher. Donc, même matériellement, t'es bien. Mais lorsque tu es un tzaddik pas parfait, Akadosh Baruch Hu, il préfère te faire souffrir un peu, comme ça, là où tu as le Gan Eden. Ensuite, on a l'extrême gauche, le rachat parfait. C'est celui qui n'a plus aucun scrupule, plus rien du tout, un rachat parfait. Après, on a un rachat vetovlo. On a un rachat que lui, il a une partie de bien encore qui existe. Au Benoni, et là, c'est le milieu, à 90 degrés. Le Benoni, l'intermédiaire, le milieu de ces deux-là, celui qui est au milieu. Ça, c'est ce que nous avons appris. Ça, dit, c'est une longue vie. C'est une longue vie. Tu étudies avec Lévi? Non. Alors, maintenant, ce matin je voulais avoir le numéro de téléphone de son père, tout ça. Alors, tout le monde a le numéro de téléphone, ça. Hein? 14 ans. Hein? Hein? Là, je pensais qu'il avait 13 ans, qu'il étudiait pour savoir mieux dans ma Non. C'est après l'avoir mis. C'est trop facile avant l'avoir mis. Oui. Une question, vous avez dit le tzaddik, il est tzaddik, quoi. Et donc Hachem, il n'a rien à lui reprocher. Mais les tzaddikim qu'on connaît, ils ont quand même des souffrances aussi. Avant d'être tzaddik parfait. Alors, en vérité, ça, c'est un avis, ce que j'expliquais, que c'est matériellement, c'est un avis dans la Gemara. C'est un avis. C'est-à-dire que c'est pas le vrai sens. Tzadik vetovlo et tzadik et tovlo, c'est pas vraiment celui-là le sens. On va le voir tout à l'heure, il y a plusieurs sens. Là, je vous ai donné un petit sens pour vous maintenir, mais ça, c'est un premier point. Deuxième point, les attention, on aura temps d'en parler, mais on va vous donner l'exemple on va prendre Rabbi Yehuda Hanassi. Rabbi Yehuda Hanassi était le grand chef de sa génération. Il était milliardaire, matériellement, et milliardaire en Torah, spirituellement. Milliardaire, il n'avait aucun problème, aucun souci, rien du tout. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il envoie des gens qui ont tout? Spirituellement, c'est un tzaddik. Matériellement, c'est un tzaddik, parce qu'il a tout ce qu'il faut. Pourquoi? En réalité, c'est très logique. Si il va lui donner aussi des problèmes matériels, il ne pourra pas faire son travail comme il faut. Tout simplement.
Donc, la loi, c'est pas une loi absolue, mais lorsque maintenant, il y a des tzadikim qui atteignent ce niveau-là, Akadosh Baruch Hu ne veut pas les embêter avec, il faut aller trouver la parnassa pour aller manger, À chaque fois que Dieu il lui empêche d'avoir sa parnassa, il l'empêche de faire son travail. Donc, on peut aussi expliquer cela, pourquoi Akadosh Baruch Hu renvoie ces tzadikim-là, Vetovlo, tout le bien-être matériel. Mais on ne peut pas rentrer dans les comptes exacts d'Akadosh Baruch Hu, mais ici c'est ce que j'ai dit avec l'histoire du matériel, c'est seulement une petite partie et une des explications. Mais ce n'est pas la vraie explication que le Tanya considère. La vraie explication que considère le Tanya, on va la prendre plus tard. Là c'est des petits aperçus, mais ce n'est pas la vraie définition de Tzadik Tovlo, on va la prendre plus tard. Au pire, sur Gemara. Et dans la Gemara, ils ont expliqué. Donc, Tzadik Vetovlo, pourquoi Tzadik, c'est un Tzadik Vetovlo, et il est bien matériellement, parce que c'est un Tzadik Gamour. Donc ça, c'est le sens que la Gemara a donné. Tzadik Veralo, pourquoi maintenant Tzadik, et des fois il a des souffrances, parce que Tzadik chez le Gamour, c'est pas un Tzadik parfait. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué au moment que je vous ai expliqué, je n'ai pas respecté la même explication pour les Tzadikim que pour les Rechaïm. Pourquoi? Parce que la Gemara ne donne pas l'explication. Pour l'instant, la Gemara, elle a abordé que cette partie-là. Mais elle n'a pas donné l'explication de Racha Veralo, Racha Vetovlo. Est-ce que matériellement il est bien, matériellement il n'est pas bien? On n'a pas abordé. Donc, pourquoi? Parce que justement, la définition, elle n'est pas parfaite. Donc, elle marche que dans certains cas. Deuxième point. Uberaya Memna. Dans la Raya Memna, c'est dans le Zohar. Parashat Mishpatim. Pirchou, ils ont expliqué. N'ayez pas peur, soit parce que vous avez étudié du Zohar que demain vous allez réveiller d'autres choses, etc. On a le fil rouge. Hein? On a le fil rouge déjà. Tzadik Veralo. Alors lui, il dit, c'est quoi Tzadik Veralo? C'est plus une histoire de matériel. Est-ce que matériellement il est bien ou pas? Tzadik Veralo, c'est autre chose. C'est qu'il a du mal. Quand je dis du mal, il a du mal spirituel. Il a du Yetzer Hara. Mais le Yetzer Hara, il est soumis à lui. A contrario, le tzaddik, que le tzaddik, on avait dit tzaddik et tov lo, c'est que le tzaddik, il n'a que du bien. L'extrême droite, il n'a que du bien. Le tzaddik veralo, c'est quoi il avec du mal? C'est qu'il a du mal. Il a un Yetzer Hara, il a quelque chose. Mais alors, c'est pas un tzaddik. Si c'est un tzaddik, pourquoi? Parce que le Yetzer Hara, il est soumis à lui. Il est quoi? Il arrive à le gérer. Alors, c'est plus que être soumis, c'est encore plus qu'arriver à gérer. Arriver à gérer, c'est comme si que le gars, il m'embête, mais j'arrive à le gérer. Soumis, c'est qu'il a même plus d'envie, etc. Il existe, il est là, mais il est soumis. Ok? C'est un niveau de rabaissement encore plus. Donc, il n'est pas opportuné de manière générale par le Yetzer Hara. Alors, bien évidemment, vous allez me poser la question, bah alors il fait quoi le Yetzer Hara? Il sert à quoi? Ouais. On va le voir. Mais c'est pas maintenant. Là, pour l'instant, on vous embête, on vous pose des questions, et comme je dis toujours, l'essentiel, c'est d'avoir les questions. Les réponses, c'est plus tard. Déjà, que la tête, elle soit titillée, la tête, elle comprend que le monde, il n'est pas si simple que ça. On continue. Au Gemara. Alors maintenant, dans la Gemara, sauf Peretz des Brachot, le 9e chapitre, à la fin du 9e chapitre de Brachot. Là-bas, c'est Rabat, qui était en train de disserter avec ses élèves. Là-bas, c'est toute une Gemara qui parle de tzadikim, etc., etc., etc. Et là, c'est Rabat qui est en train de disserter avec ses élèves, et il est en train d'expliquer, il y a un tzadik, il y a un rachat. Les élèves demandent, mais ok, Rabbi, c'est quoi tzadik? On ne comprend pas. Alors, qu'est-ce qu'il fait Rabat? Il dit, bon, je vais vous donner un exemple. Un tzadik, c'est son Yetzer Tov, le juge. C'est quoi avoir un juge, Yetzer Tov? Qui c'est le boss? C'est le juge. Eh bien, lui, le Yetzer Tov, c'est lui qui donne son avis sur tout. Le matin, on se lève à quelle heure? 7 heures? C'est moi qui ai décidé. Non, tu vas te lever à 6 heures. Bon alors, on se lève à 6 heures. On fait quoi? On mange comme ça? On mange comme ça. C'est certains qui jugent. Donc, ils jugent que les choses bien qu'il faut faire. Chez les Rechaïm, c'est les Hara qui jugent. Et donc, ils n'ont même plus le choix dans leur vie, parce que c'est les Hara qui jugent. Après, maintenant, ça se complique. Et le Benoni, c'est quoi? Bah, c'est qu'il y a un coup là, un coup là. Alors, le Benoni, c'est quoi? Alors, Rabat, il vient, il dit, le Benoni, c'est quoi? Hein? Eh bien, c'est les Tzatov et c'est les Tzarat qui sont les juges. Mais vous savez que ça n'existe pas, ça. Vous savez que ça n'existe pas un tribunal avec 2 personnes. Parce qu'il faut, il faut qu'il y ait un troisième qui vient et qui tranche. Parce que s'ils sont... Et en plus, cette Tzatov, il va aller que dans le côté Tov, l'autre va aller que dans le côté Ra. Comment ça marche?
Alors les élèves, ils ont eu un problème. Un rabbi, c'est une colle, on ne comprend pas. Qu'est-ce qu'il a fait, rabbin? Il a dit, vous savez quoi? Prenez exemple sur moi. Qu'est-ce qu'il dit, rabbin? Il dit, Kegon An Benoni. Moi, je suis un Benoni. Ah, ici, le problème, c'est quoi? C'est que, est-ce que ça nous aide à quelque chose? Deuxièmement, Rabat, c'est un Benoni. C'est quoi Rabat, c'est un Benoni? Pour nous, Rabat, c'était le chef de la génération. Donc, dans notre tête, à nous, c'est un grand sadique. Lui, c'est qu'un Benoni. C'est bizarre. Il faut comprendre. À part ça, Abaye, qui était un de ses grands élèves, lui dit, mais 2 secondes. Il y a une règle que les Rechaïm, pendant leur vie, ils sont appelés morts. C'est des morts. Parce que c'est la Torah qui donne la vie, et ils ne sont pas dans la Torah, ils n'ont pas de vie. Donc si maintenant, toi, tu es un Benoni, et que toi, tu es le chef de la génération, donc nous, on est en dessous. Donc qu'est-ce qui se passe? On est tous des Rechaïm. Moi, Abaye, et tous nos autres élèves, on est tous des Rechaïm. Tu nous as tués. Tu nous as rendus morts vivants. Donc la question ici qui se pose, comme on va voir tout de suite, c'est quoi ça que Rabbi dit sur lui que c'est un Benoni? Benoni de quoi? C'est quoi Benoni? C'est quoi il fait? Le matin, il se lève, il fait la grasse matinée. Quand il arrive à la yeshiva, il vient, il étudie à fond. De temps en temps, quand il est en vacances, il dit un peu de la Shonara. C'est quoi Benoni? Ça c'est Rabat, ça c'est le rabbi de la génération. Qu'est-ce qu'il fait? De temps en temps, une fois par an, une fois tous les 2 ans, il va à un restaurant super classe, mais bon, pas très cachère. Pourquoi? Je suis un Benoni, je suis un sadique. Ça c'est son attente du rabbi de la génération. Et lui-même, il a dit sur lui, moi je suis un Benoni. Maintenant de l'autre côté, c'est pas non plus un blagueur. C'est quoi c'est pas non plus un blagueur? Si maintenant il dit que c'est un Benoni, c'est qu'il y a... Peut-être qu'il a raison, il n'est pas en train de charrier. C'est comme si moi je vous dis, moi, je suis Ashkenaz. Même si je veux rigoler, c'est pas possible, c'est pas vrai. Ça serait qu'une blague, mais là, c'est un cours de Torah. C'est quoi, c'est un cours de Torah? Il ne peut pas dire n'importe quoi. Il est obligé de dire quelque chose qui tient la route. Donc d'un côté, on ne comprend pas comment il peut dire que c'est Benoni. Comment Birla, c'est quoi que c'est un Benoni? C'est quoi que de temps en temps il fait des avérotes? Mais de l'autre côté, s'il a dit, c'est que ça tient la route. Alors c'est quoi ce concept Benoni qui peut rentrer dans le statut de rabbin? Que rabbin peut s'habiller à l'intérieur de ce concept. Alors, et donc, comme tout le Tanya va nous parler, va essayer d'analyser, va essayer de nous apprendre, va essayer de nous enseigner, c'est quoi un Benoni? C'est pour ça qu'on pose la question maintenant. Claire? Est-ce que je répète la question? La question, je la répète, c'est Rabat, il était en train d'expliquer à ses élèves, c'est quoi un sadique? C'est le juge. C'est quoi un rachat? C'est le Sarah qui juge. C'est quoi le Benoni? Le Benoni, il a Yetzer Tov, il a Yetzer Hara, les deux, c'est les juges. Les élèves disent, mais excusez-moi, on ne peut pas juger une affaire avec seulement 2 juges. Si on peut, mais non on ne peut pas. Mais si on peut, on peut. Rabbi, on ne comprend pas, non on ne peut pas. Comment on peut servir Dieu avec 2 juges? L'un pour le bien, l'un pour le mal. C'est pas possible, il faut 3. Si on peut. La preuve, moi je suis un Benoni. Les élèves disent, Rabbi, si toi t'es un Benoni, on est tous des Rechaïm. Nous, on croyait qu'encore toi t'es un sadique. Bon, allez, nous on est Benoni. Bon, ça va, on va essayer de se débrouiller. Mais si toi t'es un Benoni, nous on est tous des Rechaïm. Mais à part ça le problème. C'est quoi un Benoni? Quelqu'un de temps en temps, il s'amuse. Quelqu'un de temps en temps, et à la fin de la yeshiva, Rabat, il venait, il mettait ses pieds sous la table, il regardait un match de foot. C'est ça un Benoni? C'est quoi? Alors comment Rabat, il a pu dire sur lui que c'est un Benoni? Mais en même temps, dans la question, vous comprenez la réponse qui est que cela veut dire que Benoni, c'est quand même un niveau très important. Et c'est pour ça que Rabat, il a pu se tromper. Parce que Benoni, c'est déjà quelque chose d'élevé. Et toutes ces questions-là, il faut qu'on y réfléchisse. Il y a des questions? En général, moi, ça m'angoisse quand il n'y a pas de questions. Si vous bien ce que je dis, c'est pas clair. Justement, c'est pas de question. Waouh. Alors, l'équipe de gauche. Limpide? Claire? Alors, on fait dans les mots. Ça sera un peu plus sympathique dans la suite. Hein. Là, c'est plus question d'activité. Alors, on y va. Vous y êtes? Ubigmara sauf peritet de brachot. Vous y êtes? Ubigmara samer peritet. Vous y êtes?
ou Vigmara. Et dans la Gemara, sauf Perek Tet de Brachot, à la fin du 9e chapitre de Brachot, il y a marqué là-bas, Tzadikim Yetzer Tov Shoftan. Tzadikim, le Yetzer Tov, Shoftan, c'est lui qui les juge. Les Rechaim, Yetzera Shoftan, c'est les Yetzera qui juge. Benonim, Ze Vaze Shoftan. Yetzer Tov, El Yetzera, Shoftan, il les juge. Amar Rabba, il voit qu'ils sont perplexes les élèves, ils ne comprennent pas. Hein. Il leur dit, Kegon, Ana Benoni. Moi je suis un Benoni. Amar Abaye, Abaye lui dit, Rabbi, la Shavik Mar Chayai, Lechol Beria. Tu ne laisses la vie à personne. Ça c'est ce qui est marqué dans la Gemara. Alors maintenant, ce que je vous expliquais à l'oral, c'est dans les lignes après. Alors maintenant, pour comprendre ce que Rabbi il a expliqué, et pour comprendre encore une autre chose, on a une contradiction dans la Gemara et dans deux midrashim différents. Lorsque Yov, vous connaissez un peu l'histoire de Yov, Yov est un sujet très discuté, très parlé, c'est quelque chose qui est rentré dans les mœurs mondiales. C'est quoi l'histoire de Yov? Yov, il y a même dans la Torah, on se pose des questions, c'est qui Yov? Il y en a qui disent que Yov il existait, il y en a qui disent que Yov il n'a pas existé, il y en a qui disent que Yov c'était le beau-père de Moshe Rabbeinu Yitro, il y a plusieurs idées sur c'était qui Yov. Job. Et donc lui, c'était quoi son histoire à lui? C'était un milliardaire, et en plus, même familialement, il a eu des enfants, il a eu tout ce qu'il fallait en matériel, en spirituel, etc. Et lui, toute la journée, il dit merci Dieu sur ce que tu m'as donné, merci Dieu. Et toute la journée, il remerciait Dieu, il faisait des bonnes choses. Tout d'un coup, il y a le catégore, l'ange accusateur, il arrive et dit, Hachem, combien de temps tu vas te laisser complimenter et te laisser avoir par ce Yov? Mais c'est normal qu'il te bénisse. Mais il a tout eu. Enlève-lui, tu verras qu'il t'aime pas. Hachem il dit, mais non, je me le dis. Même si je l'enlève lui-même. Alors, il a dit, non. À la fin, Akadosh Baruch Hu, il a accepté, on va faire un essai. Dieu préserve, il lui enlève ses enfants, il lui enlève sa femme, il lui enlève sa richesse, et il lui enlève tout ce qu'il a donné. Et là encore, qu'est-ce qu'il fait Yov? Merci à Kadosh Baruch Hu, merci à Kadosh Baruch Hu, merci à Kadosh Baruch Hu, merci à Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, il vient et il dit aux anges, vous voyez? Donc son amour est un amour véritable, il n'était pas lié aux richesses, qui est un amour véritable. Et à la fin de sa vie, Kadosh Baruch Hu lui rend tout. Cependant, pendant tout le livre de Yov, et dans toutes ces choses-là, il y a beaucoup d'histoires philosophiques, comment Yov, il arrive à sortir de cette matérialité pour remercier Akadosh Baruch Hu. Et donc, il y a plein de choses qu'on apprend de ce livre-là. Qu'est-ce qu'il dit dans le Midrash là-bas? Il dit qu'une fois Yov, il dit, Akadosh Baruch Hu, t'as créé des Rechaim et t'as créé des Tzadikim. Dans un autre Midrash, je crois, si je ne me trompe pas, c'est dans Kohelet, là-bas, il y a Shlomo HaMelech qui dit, Hachem, tu as créé l'intelligent, tu as créé le fort. Lorsque la Neshama, elle arrive devant Akadosh Baruch Hu, les anges amènent la Neshama devant Hachem, il dit, Hachem, celui-là, il va être fort, il va être faible. Il va être très intelligent, il va être idiot. Il va être boiteux, il va être boiteux. Il va être ci, il va être ça. Il va être tunisien ou il va pas être tunisien? Non. Alors, et maintenant, Hachem, il décide sur tout. Entre guillemets, il décide. C'est pas à savoir. Mais il décide sur tout. Mais il y a une chose qu'il ne décide pas. Est-ce que le gars, il va être un tzadik ou il va être un rachat? Pourquoi? Parce qu'on a une règle. Akol bidei shamayim, chutz mirat shamayim. Tout est entre les mains du ciel, sauf la yirat shamayim. Pourquoi? C'est logique. Parce que vous imaginez si vous, demain, ou moi le premier, on monte là-haut, pas demain, comme un Mashiach il arrive, on vient, on nous dit, mais dis-moi, t'as pas été un sadique? Je dis, mais c'est toi qui m'as fait comme ça. Il n'y a plus de notion de récompense, il n'y a plus de notion de punition, il n'y a plus aucune notion. Pourquoi? Puisque c'est toi qui as décidé, bon, je suis un robot.
Donc la règle, elle est qu'en vérité, Akadosh Baruch Hu, il décide de tout, sauf il décide de mon attachement à lui. Parce que pourquoi? Parce que sinon, après, c'est plus du jeu. On est d'accord? Ici, par exemple, on est tzaddik, non, on est rachat, on ne peut pas devenir tzaddik alors? Alors, le tzaddik, au début, tout au début du cours, j'ai dit que tzaddik tel que le Rabbi Lubavitch, tel que tout le monde, ça, c'est quasiment impossible. On a des capacités, mais devenir un tzaddik comme eux, c'est autre chose. Benoni, alors, d'accord. Voilà. Mais par contre, Benoni, chacun peut devenir. Oui, mais... Tzaddik, on peut devenir, mais dans certains cas. Hein? C'est très loin, ça. Non, c'est pas très bien. Si on est rachat, on ne peut pas monter, c'est impossible. Si, pourquoi? Pas nous. Une personne, elle est rachat. Bah si, justement. Mais elle ne peut pas aller jusqu'à tzaddik chez... Mais même quelqu'un qui est né de famille religieuse, etc., tzaddik, c'est pas donné à tout le monde. Oubliez le mot tzaddik. Tzaddik gamour, surtout tzaddik gamour. L'autre tzaddik avec du mal, c'est gérable. Le tzaddik gamour, c'est on oublie. Tzaddik gamour, c'est on oublie. Tzaddik avec un peu de rachat. Alors, le Tanya explique que lorsque même... Hein? Oui, voilà. Pas exactement. Alors, le Tanya explique que si maintenant quelqu'un... Alors, le Tanya va expliquer plus tard que si quelqu'un, à travers un travail acharné, une fois qu'il atteint le niveau de Benoni, il prie très fort à Kadosh Baruch Hu, il fait certaines choses, il peut atteindre le niveau de Tzadik avec du mal. D'accord. Et nous, on est né comme un rachat, alors? Nous, on est né juif. Et nous, on est né juif. Et on a en nous les possibilités de devenir Benoni. Pas seulement qu'on a en nous les possibilités. Moi, c'est déjà pas mal. Elle est exigeante, hein, la dame, hein. Elle est exigeante, hein. Moi, j'avais entendu un cours qu'on était Benoni. Non, pas du tout. En tout cas, C'est un travail pas dans un cours de Tanya. Ouais. En tout cas, pas dans un cours de Tanya. C'est tout le contraire. Non. Les rachats avaient fait un petit peu quelque chose ou pas? Avec du bien. On va y arriver à notre définition plus tard, ou bien je vais vous laisser vous-même faire, parce que sinon on va rentrer chez nous, vous n'allez plus revenir au cours. Alors maintenant, c'était quoi la question ici? C'est, d'un côté tu nous dis que Akadosh Baruch Hu, il choisit jamais, est-ce que tu vas être un tzaddik ou tu vas être un rachat? Jamais. Pourquoi? Parce que sinon c'est trop facile. Sinon, tout le service de Dieu, il tombe à l'eau. Mais une fois Yov, il a dit, Hachem, tu décides qu'il va être un tzaddik, qu'il va être un rachat. Donc là, ici, on a pas seulement une grande contradiction, en plus on a un grand problème. Comment Dieu, il décide qu'il va être un tzaddik, qu'il va être un rachat? Mais ici, le problème essentiel, c'est pas ça. Le problème essentiel, c'est quoi à chaque fois ces définitions de tzaddik, de rachat? On les utilise comme on veut. Une fois, Dieu, il dit une fois, on nous ordonne que même quand je suis un tzaddik, je dois me considérer comme un rachat. Une fois, on me dit que Dieu, tu ne choisis pas qui c'est qui est tzaddik, qui c'est qui est rachat. Une fois, on me dit que toi, tu choisis qui c'est qui est tzaddik, qui c'est qui est rachat. C'est quoi ces trucs-là? Ok? On continue. Donc, pour comprendre tout cela, Vegam lehavin, là, je suis après le premier point. Vegam lehavin ma'ut madregat abenoni. Pour comprendre aussi le vrai sens de Benoni. Pourquoi on dit le vrai sens de Benoni? Parce que quand on dit tiède, vous mettez un peu de froid, un peu de chaud. Si maintenant je vous dis tiède dans le service de Dieu, je mets un peu de averot, je mets un peu de mitzvot. Tout à l'heure quand j'ai dit averot, la shonara, c'est très grave. J'ai dit averot de pas se lever tôt. Une avera, vous savez c'est quoi une avera? C'est aller manger, pas cachère. Et dans les averot, vous savez tout autant bien que moi, qu'il y a plusieurs niveaux dans l'averot. Si tu vas dire que le mot Benoni c'est tiède, c'est quoi tiède? Il fait mamash des averot. Mamash. Pour caricaturer, minuit il est à la yeshiva, midi, il est ailleurs. Ça c'est un Benoni. Et quoi? Rabat il nous prend pour des idiots qui dit que lui c'est un Benoni? Quoi, c'est-à-dire Rabat une fois qu'il va à la yeshiva, il fait quoi? Et pas seulement ça, Vadaï. Donc c'est quoi ce principe-là de Benoni? Il est évident qu'il faut il faut éloigner la possibilité qu'un Benoni, c'est moitié mitzvot, moitié averot. C'est-à-dire que Dieu préserve, il fait mamash averot. C'est impossible de dire ça. Pourquoi? Shemken. Parce que si tu vas dire ça, comment Rabba il peut se tromper? Par humilité. Humilité, ça veut pas dire de bêtises. Humilité, ça veut dire que si je suis très intelligent, je vais dire non, je suis pas intelligent, moi je suis comme tout le monde. Mais quelqu'un qui est humble,
Et qui est intelligent, il ne va pas dire, non, je suis un idiot, je suis un demeuré. C'est pas vrai. Parce qu'être demeuré, c'est encore un autre statut. L'humilité peut te laisser te tromper dans des statuts équivalents. Mais pas dans de la bêtise, pas dans le contraire. Donc Rabat, si on considère qu'un Benoni, c'est quelqu'un qui fait mamage d'Averot, Rabat, il sait très bien qu'il ne fait pas d'Averot. Pas seulement qu'il sait très bien, Benoda, et nous, il est connu que Rabat, il avait une force particulière, plus que d'autres. De l'ov sikfumeh megirsa, sa bouche ne s'arrêtait jamais d'étudier. Jamais. Ça, c'est la question. Non, je sais. Ah, vous voulez déjà la réponse? Ah. Donc, Hein non, je sais. Non, mais c'est pour ça, depuis le début, j'avais ça dans ma tête, je préférais poser la question. alors, Chafilou. Et donc, sa bouche, elle ne s'arrêtait jamais d'étudier. Jusqu'à qu'il y ait une histoire de la Gemara qui explique comment il est mort. Vous savez comment il est mort, Rabat? Rabat, il était lui aussi dans la période des Romains. Et une fois, ils ont voulu l'attraper. Et donc, il a commencé à être en cavale. En cavale, à chaque fois, les Romains, il n'arrivait pas à le rattraper, il ne savait pas où il était au moment, et à chaque fois, il arrivait à se débrouiller. Mais c'était l'heure de ses 120 ans. Donc, le Malach HaMavet, il devait venir le prendre. Il y a une règle que la Torah protège. Le Malach HaMavet ne peut pas venir interrompre quelqu'un dans son étude. C'est pas possible. Pourquoi? Parce que qui il est, lui, Malach HaMavet? Il n'est rien du tout. Il n'est qu'un émissaire de Dieu. Comment lui, il est en train d'étudier la Torah? Toi, tu enlèves son neshama. Dieu, il va te rendre fou. Très bien. Donc, même le Malach HaMavet n'arrivait pas à récupérer la neshama de Rabat. Il ne peut pas. Quelqu'un qui n'arrête pas d'étudier matin, midi, soir, 24 heures sur 24. Alors, il y a des fois où il s'endort, mais même dans son sommeil, c'est aussi un service de Dieu. Il est intouchable. Alors, mais la Malach HaMavet, il n'est pas homme à aller baisser les bras. Donc il s'est dit, mais moi j'ai aussi une mission. Ok, alors on va trouver un moyen. Qu'est-ce qu'il a fait, comme ça la Gemara elle raconte, qu'à un moment, il a réussi à lui faire croire que les Romains, ils allaient attraper là tout de suite. D'habitude, ils cavalent avant que les Romains arrivent. Là, il lui a fait croire que les Romains étaient dans la ville, que voilà, il n'avait pas le temps de se réveiller. Qu'est-ce qu'il a fait? Il dit à Kadosh Baruch Hu, tu peux reprendre mon âme, j'ai pas envie de tomber entre leurs mains. Il a pris l'opportunité, et il est venu, il a eu ce qu'il valait, donc il a accepté de lâcher la Torah 5 minutes, pour justement cette raison, c'est à ce moment-là qu'il est mort. Dites-moi, celui-là, c'est un Benoni. Celui-là, c'est un Benoni. Donc, ici, ce qu'on doit comprendre, c'est comment Rabat, il a pu dire, entre guillemets, une telle sottise. Mais de l'autre côté, il ne dit pas de sottise. Donc, s'il a pu dire qu'il était Benoni, c'est que Benoni, c'est un niveau particulier sur lequel on peut se tromper. Rabat lui-même, il pouvait se tromper. Rabat lui-même, il pouvait imaginer que c'était un Benoni. Donc vraiment, ce Benoni nous intrigue. C'est quoi ce statut-là de Benoni? Clair? Je termine dans les mots, et après on s'arrête là, parce qu'on aurait qu'à passer. Jusqu'à que même l'ange de la mort ne pouvait pas l'atteindre. Si c'est ainsi, comment il pouvait se tromper avec Merta Avonot, une quantité phénoménale de Averot, puisqu'on a dit midi, minuit, minuit, midi. Donc si vraiment il faisait des bêtises, donc le Malach HaMavet, il n'avait aucun problème à l'attraper. Mais de l'autre côté, c'est pas vrai. Donc, c'est quoi exactement ce statut-là de Ben? Claire? Chazak ou Baruch? S'il y a des questions, nous sommes là.